je vais commencer à dire, ceux qui ne s'en rendent pas compte, j'ai la barbe la plus blanche de tout le monde dans la salle. Là. Ça fait un bout de temps que je m'intéresse à ce genre de choses-là. C'était très intéressant ce matin. J'avais une observation qui était sur la comparaison en un point dans le temps, la comparaison intertemporelle. Je suis retourné voir, j'ai retrouvé un texte que j'avais fait. Là, je me disais quelque chose, puis c'est ça. Dans les années 70-80, le ratio de participation aux études universitaires par classe de revenus, la plus riche, le 4e quartile qu'on nous a présenté, puis le premier quartile, était 3 pour 1. Maintenant, c'est à peu près 2 pour 1. Avec éducation un petit peu plus, revenu un peu moins, mais en gros, c'est du 2 pour 1. Donc, on voit clairement un changement, puis il y a 2-3 études, dont celle de Myers-Korak à StatCan, qui ont regardé les évolutions. Donc, le verre est encore à moitié plein, mais on peut peut-être se dire qu'à l'époque, il était au tiers plein, puis il est rendu à moitié. C'est peut-être un petit peu plus encourageant. Et puis, j'avais une histoire pour beaucoup de sociologues dans la salle. Vous connaissez tous, je pense, Jean Renaud puis Marc Renaud. Jean Renaud m'avait conté à l'époque que sa sœur, qui était plus jeune qu'eux autres, sa seule question de choix universitaire, c'était pas si elle ferait un doctorat ou non, c'était si elle ferait un post-doctorat. Mais c'était évident qu'avec tout le monde dans la famille, elle faisait un doctorat comme ses 2 frères. Dire, donc, l'habitus, le terme que j'ai beaucoup aimé, là, je pense que c'était vrai dans son cas à elle. Je me suis fait toujours de gens me contant ça, mais ma petite sœur, elle se demande si elle ferait un post-doc ou non. Et puis, je devrais confesser au deuxième conférencier que mes 2 garçons sont allés à Brébeuf. Alors, et dans la classe de mon plus vieux, l'année où il a fini sur le cégep, 14 des 140 personnes admises dans l'Université de Montréal venaient de cette cohorte-là de Brébeuf. Donc, oui, il y a des éléments contextuels et anecdotiques qui sont très valables. Quand j'ai entendu Brébeuf, garçon, j'ai souri, puis j'ai dit, ouais, je ne peux pas nier ce genre de choses. Et donc, on rentre maintenant dans la présentation. Alors, moi, je suis un économiste. Ce que je vais vous raconter a été fait avec Claude Montmarquette, malheureusement maintenant décédé, et Brigitte Millard, sur le rendement de la scolarité universitaire. C'est des travaux que j'ai faits pour la première fois dans les années 80. Donc, ça fait un bout de temps que j'estime ces taux de rendement-là. Dans les écrits économiques, je pense que les premiers travaux, c'est les années 60. Il y a Psakaropoulos qui avait fait ce genre de calcul-là. C'est l'expert mondial, c'est lui qui fait les recensions. Il y a peut-être des centaines de textes recensés par lui. Et puis, Dodge et Sewell ont fait des premiers calculs pour le Canada. Puis moi, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, ça m'a inspiré. Puis, vous savez comment c'est, quand c'est l'étudiant qui cherche des sujets de rapport de maîtrise qu'on avait donné, on a dit, vas-y. Et donc, j'ai fait ça, entre autres, avec Irène Enriquez à l'époque. Puis là, à chaque 5 ans, quand le recensement ressort, j'essaie de trouver quelqu'un assez gentil pour financer l'étude. Fait que cette fois-ci, je vais trouver des fonds sirènes intéressants. Alors, le cas d'analyse pour un économiste, pour ce genre de choses-là, c'est la méthode du taux de rendement interne, qui est la formule ci-bas, qui, on veut calculer le R, que j'ai mis en rouge, tel que la valeur présente soit égale à 0. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une formule de calcul, puis on a les flux de revenus avant et après un investissement. Donc, la formule s'applique à n'importe quoi. Et ça pourrait être, je vais construire un barrage, je vais acheter un commerce, je vais faire un investissement, ça, c'est pas grave. On a un flux de revenus avant de faire l'investissement, on a un flux de revenus après, puis on a un coût qui est C, puis on dit, c'est-tu payant ou c'est pas payant? C'est juste ça. C'est un outil à la fois puissant, puisqu'il donne des taux de rendement qui sont similaires à des taux d'intérêt, et à la fois simple, au sens où il ne tient pas compte d'un paquet de choses qu'on a discuté ce matin. On va parler de groupe à la fin, un commentaire, peut-être ce qu'on pourrait faire, pour ce qui pourrait vous intéresser. Donc ça, c'est les revenus d'emploi au Québec. Alors, ce qu'on se rend compte, ça, c'est les femmes au secondaire. Okay? Les hommes au secondaire, plus élevés. Les femmes universitaires, les hommes universitaires, plus élevés à nouveau. Et quelqu'un a fait l'observation juste avant la pause sur la question des gars qui pouvaient travailler sans diplôme universitaire. Bien, vous voyez bien que les femmes, si elles ne vont pas à l'université, elles vont avoir un revenu plus bas que les hommes dans les 2 cas, mais quand même beaucoup plus bas. Donc, c'est intéressant d'être à l'université. On va voir que les taux de rendement sont en général plus élevés pour les femmes. Et ça, c'est quelque chose qui était vrai quand j'ai commencé à regarder ça dans les années 80, puis qui semble pas avoir changé.
la question intéressante que je vous dirais aux jeunes chercheurs ici qui cherchent des idées pour le futur, c'est robotisation et avantage des garçons versus aller à l'université versus pas aller à l'université sur les 10 prochaines années. Si dans l'entrepôt d'Amazon, on remplace tous les bras masculins par des robots, peut-être qu'on peut les motiver à aller à l'université. Je ne sais pas. C'est une question empirique. Je ne verrai peut-être pas ça, mais je vous suggérerais que c'est une question intéressante. Alors, ça, c'est le gros contenu pour vous dire qu'est-ce qu'on fait. On fait les hommes et les femmes séparément, parce qu'on vient de voir, les coupes de revenus ne sont pas les mêmes. On a fait des profils de revenus de deux façons. Le recensement de 2016, les revenus sont pour 2015, tirés des données et des fichiers de l'impôt pour la première fois au Canada. Il y a des profils de revenus avec 25 des répondants au recensement. Donc, vous vous souvenez, un ménage sur 4 reçoit le questionnaire long. C'est ces données de revenus-là qu'on a utilisées. Et on génère des profils de revenus bruts et nets d'impôts. Les revenus bruts, donc votre salaire, votre rémunération du travail au sens strict, parce que ça comprend le travail indépendant, bien, ça vous donne la contribution au PIB, approximativement. À la fin, je vais faire une observation en disant que ça la sous-estime légèrement. Mais du point de vue de la société, si vous vous dites, bon, je devrais-tu encourager les gens à s'éduquer ou non, on peut chicaner puis tout, mais en général, les gens regardent la contribution au PIB, la valeur ajoutée que fait la société, puis ça, on a ça avec le rendement brut. Le rendement net, bien ça, c'est différent, c'est la question. Moi, personnellement, je veux-tu y aller à l'université? C'est-tu payant ou pas payant? Et ça, comment je fais ce calcul-là? Bien, je prends le revenu brut, je le passe dans les tables d'impôt fédérales et provinciales de l'année 2015. Donc, je fais une présomption que le système fiscal va demeurer inchangé à travers le temps, ce qui, avec l'indexation pour l'inflation, est pas très erroné. On peut chicaner un petit peu, là, mais c'est pas tellement erroné. Il va rester progressif, il va rester en termes réels inchangé. C'est simulé. Parce que je m'intéresse à des gens dont je présume qu'ils sont célibataires et que la seule déduction qu'ils vont avoir dans leur vie, c'est une contribution au régime de pension. Du monde m'ont dit des fois, moi, pourquoi tu fais ça? Ben, écoutez, je dis, je sais avoir des déductions, je ne sais pas laquelle, je prends une des plus courantes. Et pourquoi célibataire? Ben, c'est parce que la personne à 18, 19 ans, là, qui se demande la question, je devrais-tu aller à l'université ou non? Peut-être un jour se marier, elle n'a aucune idée de ce qui va se passer. C'est une personne fondamentalement célibataire à ce moment-là, puis c'est ça son horizon de planification, je pense. Alors, ça va être on a vu les graphiques il y a un moment, mes revenus, mes coûts privés, puis mes coûts publics. Le plus gros morceau, c'est le revenu non touché. Si je vais étudier à l'université, ben, je ne travaille pas avec mon diplôme secondaire ou mon diplôme collégial, préuniversitaire ou n'importe quoi, ce que vous voulez. Nous, on prend le diplôme secondaire comme point de référence. On fait l'hypothèse dans nos calculs que les gens vont gagner durant l'été, puis à temps partiel, 1/3 du revenu qu'ils auraient gagné s'ils avaient travaillé à temps plein à l'âge de 19 ans ou à l'âge de 20 ans avec le diplôme secondaire. Donc, on dit, c'est pas une perte de 100 parce qu'on sait bien que les gens travaillent l'été, puis ainsi de suite. Puis, c'est pas un gain de 100 non plus. Pour le privé, c'est la dépense privée. Donc, c'est les frais directs. Il y avait une enquête de l'ISQ en 2013 sur les frais des étudiants encourus. J'ai indexé en 2015, ça c'était gentil comme tout, c'est rare que j'ai des beaux chiffres de même. Les droits de scolarité, ils sont publiés annuellement par Statistique Canada, c'est pas compliqué. Pour le public, bien là, il faut inventer le coût à la société de chaque diplôme par cycle et domaine. C'est faisable. C'est juste une moitié de grosse règle de 3. Vous avez les effectifs, vous avez les coûts totaux, vous commencez à faire des divisions, vous arrivez à des chiffres, c'est dans le texte. Ils ont du bon sens. Si vous me demandez de jurer dans le cours que c'est le bon chiffre, je ne fais jamais ça. Mais à plus ou moins 5 je pense que je fais. Et donc, je vais les données qui viennent de différentes sources. Alors, ça veut dire quoi en termes de revenus? Bien, écoutez, plus vous étudiez longtemps, comme au doctorat, par exemple, femmes au doctorat, le revenu non touché brut, donc deuxième colonne, troisième ligne, il y a une perte de 70 000 $. Le net est évidemment
plus petit parce qu'il y a de l'impôt qui a été enlevé. Par contre, ce que vous vous rendez compte, c'est qu'au niveau du bac, entre le net et le brut, il n'y a pas grande différence. Bien, c'est parce qu'on a un système progressif. Au niveau du bac, c'est quand vous commencez à assimiler ça, au début, je me suis dit, bon, je me suis tourné en programmation. Ce que j'ai fait n'est pas correct. Là, je me suis mis à regarder, ben oui, c'est vrai, dans le fond. C'est 2 tiers tout d'abord, c'est pas au complet, puis ensuite il y a du progressif, il y a des crédits d'impôt de base, et ainsi de suite. Il n'y a pas beaucoup d'imposition à ce niveau-là. Donc les chiffres sont bons. Les frais, ben, c'est 1 050 par année d'après les chiffres de l'ISQ. Puis les subventions publiques, ben, vous avez un doctorat, ça coûte cher à produire, parce qu'évidemment, ben, les ratios enseignants, les ratios, puis ainsi de suite, vous voyez très bien ce qui se produit. Donc, un économiste, qu'est-ce que ça fait essentiellement? Ça dit, je vais soustraire l'écart de revenus entre les gens qui ont fait la formation qui m'intéresse. Ici, en l'occurrence, c'est pour les femmes, pour un baccalauréat. Au total, l'écart entre le graphique de revenus secondaire d'une femme et le graphique de revenus universitaire d'une femme, c'est 700 000 $. Le montant total de plus sur une carrière qui va de 22 à 63 ans. Bon, on va bien rajouter une couple d'années, mais ça ne changera pas grand-chose à la fin, ça, OK? Puis, au tout début, c'est quoi le coût? Bien, c'est 95 000 $, le coût public. Donc, moi, ma question, dans le fond, c'est de me dire quel est le taux de rendement qui fait que... Parce que le 95 000 $, vous l'encourez tout de suite, les revenus sont futurs, il faut qu'on... Bon, là, il y a une chicane philosophique, il faut les escompter ou non, il y a du monde, il faut dire pour ne pas escompter le futur. Mais qu'est-ce que vous voulez en général, pas présentement. En général, les taux de rendement, les taux d'intérêt sont positifs. Eux, ils ne sont pas de l'inflation actuelle, mais en général, les taux d'intérêt sont 2 à 3 %, donc ça semble raisonnable de dire que le futur a une valeur un peu moins grande. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme résultat? On obtient des taux de rendement. Comment est-ce qu'on interprète ça? Bon, alors, prenons maîtrise, femme, taux privé. Ça veut dire que si votre oncle, bon, prenons un bac, votre femme, taux privé, 16,1. Si votre grand-oncle, se rappelant de vous sur son lit de mort, vous inscrit dans votre testament puis il vous donne 100 000 $, qu'est-ce que vous devriez faire avec? Bien, imaginons 3 choix. Vous avez 18 ans, là, OK? Vous finissez votre cégep. Je peux aller faire un bac dans ce que j'aime. Peut-être pas le génie pour une femme, là, mais je sais pas, l'administration ou les sciences sociales, le droit. Je peux m'acheter un dépanneur. Je peux m'acheter des certificats de dépôt garantis à la banque. Je peux investir dans un indice boursier. Tu sais, j'ai 100 000 $ là, que je n'avais pas avant, j'ai différents choix, puis je suis rendu à ce moment-là. C'est un bon moment. Bien, en termes de rendement privé, après impôt, net d'inflation, vous avez un rendement réel de 16,1 pour les femmes et 13,6 pour les hommes d'un bac, d'après nos prévisions. Parce qu'on projette les revenus observés en 2015 en présumant que ça se maintient. Il n'existe pas d'instrument financier standard qui donne un tel rendement. Rendement privé d'un certificat de dépôt après impôt, si vous êtes chanceux, c'est 2 %. Rendement privé d'un indice boursier après impôt, ce qu'on voit les gens utiliser dans les débats financiers et les conseils financiers, c'est 4,5. Les actuaires, par exemple, quand ils font des prévisions de rendement des caisses de retraite, parce que c'est bien important, 4,5, 5. Ils ont déjà utilisé 7, puis ils ont dit ouais, c'est un peu optimiste. Même si vous prenez la vision optimiste de 7 % en termes réels, bien, je vous bats ça 2 fois pour 1 d'un bout. Donc, d'un point de vue d'un économiste, si vos enfants viennent vous demander la question, je devrais étudier au bac, la réponse est oui. Des fois, pour revenir à ce qui a été dit à un moment donné, des fois, c'est pas tellement qu'ils vont vous demander est-ce que je devrais, ils vont vous dire, je sais que j'ai pas le choix. Ça, c'était mon plus jeune. Mon premier était de classe. Les deux étaient à la Brébeuf, mais le plus jeune, c'était un petit peu plus pour suivre le plus vite. Puis, à 18 ans, le plus jeune, il dit « Ouais, je sais, il faut que je fasse un bac universitaire. Mes 2 parents ont une formation universitaire. Ma mère a une maîtrise en orthophonie. Mon père a un doctorat. OK, on va faire un bac universitaire. »
Qu'est-ce que je peux faire pour être débarrassé de mes parents après 3 ans? Bon, il a fait un doctorat à la fin. Là, il ne faut jamais se décourager, là, si on voit des gens d'orientation. Il s'est comme réveillé à 21 ans. Mais, bien là, on est allé au HEC parce que c'est pas tout ce qu'il voulait faire. Parce que je veux dire, quand vous le demandez, qu'on se sente obligé ou pas obligé, vous pouvez au moins leur dire que c'est payant. Qu'est-ce qu'on se rend compte, évidemment, les médecines, c'est super payant, il n'y a rien de surprenant là-dedans. Enfin, au sens strict, ça, c'est médecine, c'est optométrie, médecine vétérinaire, dentiste, puis médecin. Et puis spécialiste, puis généraliste. Parce que Statistique Canada, ils vous mettent tout ce monde-là ensemble, je n'ai pas le choix. Ce qui n'est pas surprenant, évidemment, c'est que la maîtrise est moins payante, puis le doctorat, des fois, on se demande pourquoi tu as fait un. Bon. Les gars sont des docteurs. Bon, il y a un élément de capacité de faire ce qu'on veut dans la vie quand on est prof d'université qui vaut quelque chose qui est très élevé, mais qui ne rentre pas dans les chiffres monétaires. Mais pourquoi ça, en général, pourquoi ça fait ça comme ça, sans médecine de côté? Bien, c'est parce que l'alternative est plus payante. Rappelez-vous, mes femmes étaient bien mal payées, donc c'est payant de faire un bac. Mais si j'ai fait un bac payant, c'est plus difficile de trouver une maîtrise bien payante. Si j'ai fait une maîtrise payante, bien, c'est encore plus difficile de trouver un doctorat bien payant. En gros, là, c'est ça qui se produit pour expliquer pourquoi vous avez une paye générale des taux de rendement avec la croissance. Ça, c'est par domaine. SACHES, puis STEM, puis les sous-domaines. Les hommes, vous voyez, se tirent mieux d'affaires dans les STEM, donc génie, sciences de la santé, mathématiques, et ainsi de suite. Puis les femmes se tirent, dans le privé, là, se tirent mieux d'affaires dans le SACHES. Donc, tout le débat que vous aviez là, sur la question du type de choix, moi, je peux vous dire qu'ils ont raison ou tort, je peux juste vous dire que c'est ce qu'on observe comme résultat. C'est quand même pas trop mal pour le STEM homme-femme, mais le SACHES est plus élevé, puis le différentiel semble plus élevé. Donc, s'il y a des préférences socialisées, ça, je vous laisse porter jugement là-dessus, ben, c'est pas trop étonnant qu'il y ait une préférence pour ce choix-là. Alors, avant d'arriver dans ça, où moi je me tire dans le pied un peu délibérément, en fait, vous allez voir pas tout mal, est-ce qu'il y a des questions sur les chiffres avant que c'était pas clair? Parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est une nouvelle affaire, là, fait que venez-vous pas, moi, ça me dérange pas. Oui, monsieur. Juste une toute petite chose, les taux de rendement au doctorat, oui. Vous êtes à moins 0,6 par exemple pour les hommes, taux privé, c'est bien parce que c'est cumulatif. C'est parce que... C'est cumulatif. Alors, je compare le bac au secondaire, la maîtrise au bac, le doctorat, la maîtrise. Ah oui, ça me prend 4 ans par hypothèse pour faire un doctorat. Vous me direz que par hypothèse, je suis optimiste, là. Un mode de précision. Mon gars l'a fait en 3. Il l'a fait un peu plus vite, il avait travaillé. C'était tout à fait le différentiel. Mais donc c'est pour ça, c'est de moins en moins rentable parce que, tu sais, à un moment donné, en génie, je pense, je n'ai pas montré les résultats, pas génie, en mathématiques informatiques, je ne montre pas les résultats ici, mais en études, on a regardé la maîtrise, c'était pas payant. C'est parce qu'ils sont tellement bien payés avec un bac en informatique. Ceux qui font une maîtrise, c'est parce qu'ils ont une petite passion pour quelque chose, puis ils vont faire une année de plus. Mais sur le marché du travail, les gens les regardent, ils disent, ouais, il n'y a pas une maîtrise, on va te donner 5 000 $ de plus, tu sais, mais je t'engage pas pour ça, je t'engage parce que tu es bon dans tel aspect de l'informatique, puis ça, tu l'avais au bac. C'est la maîtrise, tu vas rarement chercher, c'est parce que c'est ça qui se produit. Oui, c'est cumulatif de ce côté-là, donc c'est pour ça que c'est moins rentable. Donc on jouit bien des 13,6 et des 7,3 à 1,9 par exemple pour les femmes, taux social 1,9. Puis un chiffre négatif, pourquoi ça se peut? Ben, c'est le résultat. Je veux dire, ça coûte plus cher que ce que ça rapporte. C'est juste pour terminer, comment vous justifiez le différentiel aussi élevé entre le doctorat pour les hommes et les femmes? Parce que c'est très important. Il est possible qu'il y ait eu des programmes d'embauche privilégiés à un moment donné pour les femmes. Il est aussi possible qu'il y ait eu beaucoup moins de femmes, mais que les femmes qui l'ont fait étaient bien meilleures. Hein? Fait que vous avez 2 hypothèses possibles. Une, c'est l'hypothèse méchante qui dit qu'ils ont eu ça parce qu'ils ne méritaient pas, puis l'autre, c'est l'hypothèse, à mon avis, plus plausible, mais certainement plus gentille, qui ont eu ça parce qu'ils méritaient. Fait que si vous êtes une femme qui fait un doctorat en économique, par exemple, moi, en 70, quand il est rentré professeur, m'a enseigné l'économétrie de mon 2e année de bac d'économie. On était tous surpris. Hein? C'était une charmante dame d'une 30aine d'années. On ne savait pas que ça existait, l'économie du monde de même.
À l'époque, c'était un monde d'hommes. C'est beaucoup moins ça, mais à l'époque, c'était ça. Tu sais, je ne veux pas être méchant. Il y avait 5 filles dans une classe de 120 personnes. On remarque Québec, la première étudiante, la 4e, je pense, la 7e, étaient les filles là-dessus. Mais c'est ça. Donc, oui, je pense qu'il y a une explication d'autosélection. Puis à l'époque, on est en 2015, hein, moi j'observe des produits scolaires du passé. À l'époque, les gens qui continuaient chez les femmes étaient probablement persévérants, très fort compétents. Vous avez une autosélection à la fin qui se produit. Et donc, ça, ces chiffres-là. Oui, excusez. Oui, ben, je voulais juste dire, pour médecine, là, vous pourriez augmenter le taux de rendement depuis qu'ils peuvent s'incorporer. Ils en déclarent moins dans les déclarations. Non, mais ça, c'est correct parce qu'on a les chiffres de 2015 où ils sont incorporés. Ouais. Donc ça, c'est déjà rentré. Oui, sauf que la période, c'est-à-dire que leur rémunération a augmenté depuis les années 2000. Sauf que ce qu'on observe dans les données de recensement, c'est qu'il y a... Oui, parce qu'ils mettent dans les données d'entreprise. C'est ça. Oui. Fait que, à augmenter. Oui, c'est ça. Ça serait encore plus élevé que pour le privé. Je pense qu'à 30 ça nous permet... Le graphique qu'on a eu sur le taux de diplomation des médecins, avec il serait bien fou de ne pas le faire. Alors, regarde les chiffres. Alors, on est rendu à la 9e sur 11, je pense, c'est sûr, ça avance. Qu'est-ce qui manque dans ces données-là? Bien, avantages privés pécuniaires, fonds de pension, assurance santé, ainsi de suite. Dans le texte, on montre que plus votre revenu est élevé, plus votre scolarité est élevée, plus il est probable que vous avez un ensemble de soutien aux revenus, comme les fonds de pension privés, des assurances santé, et ainsi de suite. Donc, quand vous êtes dans les bas revenus, c'est vraiment ce que vous avez, puis les hauts revenus, je sous-estime peut-être de 15 à 20 la valeur économique de l'emploi que vous détenez. Donc, je sous-estime le taux de rendement avec ça. Les avantages privés non pécuniers, l'espérance de vie est plus élevée que la scolarisation. Il y a 4-5 années, ça dépend, il y a différentes études, là, mais je pense que sur du 5 ans, on ne se trompe pas beaucoup entre la scolarité la plus faible et la scolarité la plus élevée. La scolarisation des enfants, vous avez assez parlé ce matin que je n'en parlerai pas. Donc, à nouveau, bon là, allez-vous me dire que c'est un avantage de vivre plus longtemps? Je pense que la plupart du monde pense que oui. En santé. Oui, en santé, c'est ça. Puis en général, c'est ce qui arrive aussi, c'est en santé. Ayant siégé au régime de retraite de l'Université de Montréal, comme les professeurs, j'avais appris une chose intéressante, c'était notre faute, monsieur Salema. Parce qu'il y avait des prévisions actuarielles, puis il y avait un groupe qui vivait plus longtemps que les prévisions actuarielles, c'était les professeurs hommes. C'est nous autres qui mettaient le régime de l'Université de Montréal dans le trou en vivant 5 années de plus que ce que le modèle prévoyait. En tout cas. Externalité non pécuniaire, participation à la vie sociale, baisse de la criminalité, il y en a un paquet. Il y a des gens qui essaient de calculer ce que ça vaut. Moi, je n'ai pas essayé, je ne suis pas assez bon là-dedans. Mais du point de vue du rendement public, cette fois-ci, ça veut dire que c'est une chose qui manque dans le rendement public. OK? Puis externalité pécuniaire, là, on a pu faire un calcul où avoir une croissance de 1% dans les travailleurs STEAM, dans la main-d'œuvre d'une région métropolitaine de recensement canadienne, parce que ça me prenait des observations, il n'y a rien de 4 au Québec, pas beaucoup, augmente de 2% la rémunération des SHS dans cette région-là. C'est quoi la logique? C'est des gens qui sont formés justement en technologie, en génie, puis ainsi de suite, puis ils ont des effets externes. C'est pas, je dirais ça similaire pour 2000 Rakova-Vaillancourt, la petite publicité pour une vieille étude, mais je ne suis pas tout seul à avoir trouvé ça, aux États-Unis, trouvé la même affaire également. La question très intéressante, à laquelle je ne sais pas la réponse du tout, je la suivais comme deuxième sujet de recherche pour du monde plus jeune que moi, ça peut intéresser, avec sinon la généralisation, du moins l'accentuation du télétravail. Dans ces modèles-là, l'idée, c'est on prend du monde dans le même coin, la région métropolitaine, tu sais, Silicon Valley, là, ou Route 128, ce que vous voulez. Puis là, ils se partent tous ensemble, puis ils se rendent productifs, puis ils rendent les autres plus productifs, puis tout le monde est content. Bon. Maintenant, s'ils sont tous sur Zoom, ça se fait comment, cette affaire-là? Fait que je sais pas. Je vous dis juste, ça, c'est intéressant. Si c'est vrai que les centres-villes vont rester vides à tout jamais, moi, je crois que non. Moi, je pense que dans 5 ans... on va être revenu à peu près à l'équilibre antérieur, mais si c'était vrai, ces effets externes-là seraient beaucoup moins plausibles.
Ça, c'est pour l'avant-dernière, c'est pour vous présenter l'évolution des taux de rendement, pour vous rassurer que je divague pas trop. C'est sur 4 années, donc 2015, 2010, 2005, 2000. Ben, homme social ne bouge pas beaucoup, homme privé avait monté un petit peu. De 2010, je l'aime un peu moins, rappelez-vous, c'est le recensement à Harper. Fait que ces données-là sont un peu moins bonnes. Mais si vous regardez les autres recensements, là, dans celui-là, vous avez 15, 16, 17 pour les hommes privés, où vous avez pour les femmes privées 16, 20, 28, très élevé, puis du social. Donc, il y a quelque chose qui semble être bien clair. Je n'ai pas un chiffre en bas de 10, puis j'ai pas beaucoup de chiffres en bas de 15, à peu près à moitié. Fait que moi, ça me rassure, ça me laisse entendre que c'est pas un aléa de calcul cette année, que j'arrive, bon, vous allez pouvoir me dire, tu prends même une outil de méthode à chaque fois, tu te trompes à chaque fois, peut-être, mais je pense que non. Je pense que non. En conclusion, bon, premier cycle est fort payant, privement et socialement. La grosse question, est-ce qu'il y a une surestimation du taux de rendement? Alors, on a vu l'effet des cotes R, là, à un moment donné, sur différents phénomènes plus tôt. Est-ce que des gens qui ont des meilleurs cotes R ou un meilleur QI, ou prenez ce que vous voulez comme mesure de capacité intellectuelle plus forte pour traiter de problèmes abstraits, c'est ça comme vous voulez, est-ce qu'ils feraient mieux que d'autres personnes qui n'ont pas ça dans les emplois, ils n'ont pas besoin d'une formation universitaire? Probablement. Mais pas au point de faire disparaître le taux de rendement. Moi, mon mécanicien de voiture, durant 30 ans, il avait un bac en économie. Puis après ça, il a dit, moi, ça ne m'intéresse pas. Puis il a fait une formation de mécanicien de voiture, il a ouvert son garage. Il lisait des économistes, ça faisait des discussions intéressantes. Tu sais. Mais ce n'était pas le bac qui rapportait ça, c'était qu'il était un excellent mécanicien. Mais probablement qu'il était un mécanicien plus, on le regardait fonctionner, on voyait bien une logique analytique qui était un peu plus développée que le mécanicien qui disait, ça ne marche pas, je ne sais pas pourquoi. Tu sais. Alors, ayant dit ça, oui, je suis à peu près sûr que mes taux de rendement ne tiennent pas compte de ça. Il y a des élèves qui disent enlever un tiers, à peu près. Mais si vous tenez compte qu'il me manquait 2 éléments par ailleurs, peut-être que je reviens où je suis. Donc moi, je ne suis pas embêté de dire au monde, oui, c'est payant à l'université. Et là, j'ai dit recommandation d'élever, je l'ai mis en rouge parce que ça n'engage pas mes auteurs, co-auteurs. Mais je me suis dit, ces gens-là, ils vont nous parler, j'avais anticipé que vous parleriez des questions d'accès ou ainsi de suite. Alors, les économistes aiment les frais de scolarité. Okay? Qu'est-ce que moi je recommanderais? Moi, je suis en faveur de frais de scolarité plus élevés avec les 2 conditions suivantes. Un, parce qu'on parlait de politique, quoi faire. Tu sais, moi, je me lance, puis vous ne pouvez pas le faire, m'en fous bien. Gratuité le premier trimestre. J'ai été bien impressionné. Judith Maxwell était présidente du Conseil économique du Canada à un moment donné. Puis elle était la première de sa famille en Nouvelle-Écosse à aller à l'université. Elle m'a dit, François, j'avais aucune idée c'était quoi aller à l'université. J'avais personne qui pouvait me faire un référentiel, c'est me dire, ah ben oui, moi j'ai fait telle affaire. Alors moi, je me dis, bon, ça serait, à mon humble avis, ça serait intéressant que tous les gens puissent écouter. Bon, c'est pas entièrement sans frais, parce qu'ils vont lâcher de travailler pendant un trimestre. Je ne peux pas faire de miracle, là. Mais au moins, si vous n'avez pas d'obstacle de déboursé financier, si je vous dis, allez travailler à temps partiel, 15 heures par semaine, dans l'université à temps plein, vous allez perdre, je ne sais pas moi, 10 000 de revenus, il va en rester 5 000. Puis m'en prendre 5 000 qui vous reste, on va vous en prendre 2 000 comme frais de scolarité puis frais afférents. Ben, c'est pas pareil que si je ne vous le prends pas. Tu sais, le ratio de ce montant-là sur le revenu qui vous reste si vous venez à étudier, il est assez important. Et moi, je serais en faveur que les gens puissent goûter à l'université pour l'équivalent de 15 crédits, pour un trimestre. Là. Ils disent, je suis bon, je suis pas bon, j'aime ça, j'aime pas ça, c'est une question de goût. Et ensuite, il faudrait, de la même manière qu'on ne veut pas, dans le domaine de la santé, mettre la tarification au point d'accès. Quand on parle de tarification à l'usager, la tarification au point d'accès, c'est la pire des choses. C'est très clair en santé que ça crée des problèmes monstrueux. Les gens, ils ne vont pas quand ils sont là, quand ils devraient y aller. Bien, on peut imaginer un mécanisme où on fait payer les gens, mais après coup. Pourquoi un économiste en faveur des frais de scolarité plus élevés? Pas seulement parce que c'est un méchant capitalisme, mais c'est parce que, d'après moi, ça génère plus d'équité. Ça génère plus d'équité entre les anglo et les franco, entre les riches et les pauvres. Vous avez montré plutôt la question de l'accès. Alors,
le financement de l'université par l'impôt est, après différents calculs qu'on a fait, approximativement proportionnel aux revenus au Québec. L'impôt sur le revenu est progressif, l'impôt foncier est négatif, la taxe de vente est un petit peu régressive. Quand vous faites la somme de tous les impôts et taxes, c'est approximativement proportionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez $1 tiré d'impôt, les pauvres financent les familles de riches qui ont un taux de fréquentation à peu près 2 fois plus élevé que l'université. Donc là, il y a en partant, c'est parce qu'on néglige toujours dans le débat la dimension d'où vient l'argent. On dit, ah oui, ça va être public. Oui, c'est les riches qui vont payer. C'est pas vrai en pratique. Si vous trouvez un mécanisme qui fonctionne, vous me direz, moi, je ne l'ai pas vu, puis c'est pas ce qui se passe au Québec. Donc, plus d'équité riche-pauvre, puis plus d'équité anglo-franco, parce que il n'y a vraiment pas de raison pour laquelle un col bleu de l'Alcan à Chicoutimi, ont les 2 enfants, décident de faire des techniques au cégep ou pas à l'université. Un va travailler à l'Alcan également, l'autre travaille à quelque chose d'autre, par exemple. Pourquoi ce col bleu-là, qui est par ailleurs relativement bien payé par rapport à la moyenne, pourquoi il financerait par ses impôts un unilingue anglophone de Westmount qui va quitter le Québec après? Moi, je vois aucune logique à ça. Je m'excuse, là. Or, c'est un des gros tabous. Je siégeais à un moment donné sur les comités du côté des universités dans les années 80, il ne fallait pas parler de ça. Quand on dit, vous avez un nouveau programme, je me demandais, mais dans une université anglophone, combien vont rester au Québec? Dans une université francophone, combien vont rester au Québec? Puis d'autres vont payer pour. Je me suis fait dire, François, la question ne se pose pas et ne doit jamais être posée. On traite tout le monde pareil. Ouais, je regrette, mais moi, je suis un économiste, c'est pas vrai. Les taux de mobilité ne sont pas les mêmes. Allez voir les données du recensement, c'est clair que les anglophones unilingues de Montréal, il y a une plus grande chance qu'après leur diplôme universitaire, ils soient en dehors du Québec que l'inverse. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Bien, pour ceux qui restent au Québec, on fait un repaiement de la dette des frais de scolarité par les impôts, un contingent aux revenus, c'est classique. Donc, c'est pas une catastrophe. Et pour ceux qui quittent le Québec, ça devient, comme le système actuel de prêt-bourse, ça devient une dette privée que vous êtes supposé repayer. Puis si vous refusez de la repayer, on peut mettre des gens qui font payer les dettes. On a des entreprises privées, ils vont prendre 10 ou 15 Non, mais la question de justice, pourquoi je vous donnerais quelque chose avec les impôts des Québécois quand vous partez après coup payer vos impôts ailleurs? Fait que, comme je ne connais pas d'autres mécanismes, j'aime autant dire, je vous envoie une facture nominative de, je ne sais pas, il faut prendre des frais arbitraires, 5 000 par trimestre. Fait à la fin, premier trimestre gratuit, rappelez-vous, si c'est un bac de 6 trimestres, vous devez 25 000 à la fin. Peut-être que vous en avez fait payer 2 000 durant les études universitaires, vous en avez 15. Puis ça, bien, vous le remboursez par le système d'impôt, bien, vous le remboursez par votre banque. Puis si vous partez, bien, ce ne sera pas le système d'impôt, ça sera la banque. Voilà. Il y a une tendance, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi c'est plus payant? Pourquoi non, c'est plus payant pour les femmes? Bien, on a vu des chiffres là, sur médecine, d'autres disciplines. Les femmes investissent un paquet de programmes. Oui, il y a le caring, mais ils vont ailleurs aussi. Les autres sont plus payants. Les femmes sont en train de se déplacer vers ce qui est payant. Bon, pour toutes sortes de raisons, particulièrement au Québec, plus qu'au Canada. Oui, à mon avis, il y a un effet de composition de la formation du premier cycle là-dedans. Ça, c'est possible. OK? Non. Pour la raison suivante, dans les recensements, on va vous demander votre diplôme universitaire, votre domaine d'études, votre lieu d'études, mais on ne vous demandera pas quelle année vous l'avez obtenu en connaissance. Donc, non, malheureusement. C'est une question tout à fait raisonnable. Maintenant, la plupart des gens font le parcours standard. Non, déjà? De moins en moins. De moins en moins, mais, alors, oui, de moins en moins peut-être, mais c'est quoi le pourcentage qu'il faut encore? Ça diminue. Oui, ça diminue. C'est pas ça. Je vous crois, mais c'est quoi? C'est-tu encore on deux peut penser que pour un économiste, aller chercher un doctorat à 45 ans, c'est quand même moins payant que... J'en ai un, il a passé 41 ans, un collègue, puis il a eu une petite belle carrière après, puis je suis d'accord avec vous. Non, écoutez, je suis entièrement d'accord que cette approche-là fait il y a une couple d'hypothèses fortes, qu'on se comporte un peu normalement ou usuellement. Disons usuellement. Normalement, c'est normatif. Ça s'appelle plutôt usuel. Le mode, essentiellement, en termes statistiques. Si tout le monde se mettait à passer 5 ans de secondaire, à travailler dans le bois, puis à revenir après, bon, là, on serait correct, tout le monde serait pareil. S'il y a juste 20 qui font ça, ce 20 %-là n'est pas pris en compte.
Je pense que ça reste payant encore. Je pense que ça reste payant encore une étude universitaire.